mon premier contact, c'était en 1969, dans le projet d'autoroute Est-Ouest où on voulait démolir en fait des centaines d'unités de logement. Puis moi, j'habitais dans Hochelaga-Maisonneuve, puis ça a été, en fait, un sujet qui m'a touché, peut-être parce que, bon, moi, j'étais dans une famille nombreuse, on avait des mauvaises conditions de logement, donc peut-être qu'il y avait un amalgame, en fait, d'éléments qui fait que j'ai été touché par cette question-là. Puis là, j'ai commencé à m'intéresser à la question du logement, puis aux enjeux urbains, en fait, en général, mais plus particulièrement le logement. Et puis, il a commencé à avoir, il y avait, à l'époque, il y avait des luttes, donc des locataires finalement qui protestaient contre les évictions. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à participer à des soutiens comme ça. Et c'est là que j'ai entendu qu'il y a des gens finalement qui proposaient de récupérer des bâtiments où les gens se faisaient évincer pour les transformer en coopératives d'habitation. Et ça m'a, je dirais, ça a été comme un peu l'élément déclencheur qui fait que je me suis dit, bon, oui, on se bat pour les conditions de logement, le droit au logement, mais en même temps, on a une vraie belle proposition finalement que les gens récupèrent en fait leur logement puis qu'ils deviennent propriétaires collectifs de leur logement. Donc, j'ai commencé comme ça. Donc, puis en 1976, j'ai eu l'occasion de travailler pour un des premiers groupes de ressources techniques à Montréal. Donc, le Conseil de développement du logement communautaire, qui était, en fait, c'était surtout des anglophones qui travaillaient dans ce groupe-là. Donc, j'ai participé un peu à, en fait, de l'organisation, puis à faire une petite recherche. Donc, je n'ai pas travaillé très longtemps, mais par la suite, on est en 1976, donc le Parti québécois prend le pouvoir en 1976, et là, il va y avoir le développement des premiers projet vraiment de soutien à des coopératives d'habitation, puis au financement des groupes de ressources techniques. Donc, évidemment, là, on voit qu'il y en a plusieurs qui viennent au monde, dont un à Saint-Henri en 1978. Et puis, là, je fais application là, puis je commence à travailler au groupe de ressources techniques à Saint-Henri en 1978, puis j'ai travaillé là jusqu'en 1985. Oui, là, je suis dans ma 35e année, donc, bon, ma blonde actuelle, elle travaillait dans un GRT, mais dans celui ici de Pointe-Saint-Charles. Et donc, dans le réseau, c'est comme ça que je l'ai connu. Et puis, il y a un projet qui a été développé pour, justement, restaurer un vieux bâtiment industriel, celui où on habite actuellement. Donc, qui était la première coopérative au Québec qui a été faite dans un bâtiment industriel. Et donc, depuis ce temps-là, j'habite ici, puis bon, j'ai continué à m'impliquer. Donc, ma blonde aussi, à l'époque, était impliquée dans le mouvement, travaillait au GRT, puis il y avait quand même un petit réseau, je dirais, de militants à l'intérieur des groupes de ressources techniques, et qui, évidemment, poussait fort pour qu'on puisse continuer à développer des projets d'habitation, surtout dans les quartiers populaires. Donc, les gens qui étaient impliqués, c'était des gens qui venaient soit d'Hochelaga-Maisonneuve, Centre-Sud, Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri, vous voyez un peu Plateau Mont-Royal. C'est pourquoi on retrouve la plus grande concentration de coopératives dans ces quartiers. Voilà. En fait, c'est une des raisons, parce que, évidemment, à l'époque, en 1975, c'est presque la fin des démolitions systématiques de logements populaires, des logements ouvriers. Donc, pendant, je dirais, mettons, je pense de 1960 à 1975, il s'est démoli à Montréal à peu près 30 000 logements, presque essentiellement dans les quartiers populaires. Donc, évidemment, ça avait provoqué un mouvement de contestation, et ça a débloqué, évidemment, sur le fait que ça prenait des coopératives d'habitation. Mais là, bon, l'histoire est intéressante parce que ça bouillonne un peu partout dans la société, y compris dans les universités. Et puis, à l'Université de Montréal, bon, puis l'Université McGill, il y a des jeunes architectes qui ne veulent pas juste apprendre dans leur bureau, puis ils descendent dans les quartiers. Et donc, ils veulent travailler avec les gens pour, justement, concevoir, finalement, les améliorations, le réaménagement de logements, etc. Et c'est beaucoup de ces jeunes-là qui sont à l'origine des groupes de ressources techniques à Montréal.
Le petit groupe de militants dont je parle, ils produisaient en fait un journal qui s'appelait Hebdo Coop à l'époque. Et donc, évidemment, c'était distribué à tous les membres des coopératives, puis évidemment à ceux finalement qui étaient en formation finalement. Et là-dedans, on parlait des programmes, on appelait à des mobilisations quand c'était le temps, en fait, on trouvait des solutions, etc., etc. Et c'était autour de Hebdo Coop, finalement, que s'est organisé le mouvement. Et puis, à un moment donné, à la fin des années 1970, bon, il y a des gens dans d'autres régions qui étaient un peu plus pressés que nous autres à Montréal, donc entre autres dans les cantons de l'Est et puis en Outaouais. Et eux autres avaient déjà commencé à fonder des fédérations régionales, mais qui étaient sur un modèle un peu plus centralisé là, que ce qu'on trouve, par exemple, à la FECHIM aujourd'hui, par exemple, même aujourd'hui. Et donc, on a participé à Montréal à ça, on avait des délégations, mais on ne s'entendait pas vraiment sur, je dirais, les orientations des fédérations. Puis eux autres, ils poussaient aussi pour mettre sur pied une confédération. Puis à Montréal, on n'était pas d'accord avec ça, parce qu'on se disait, ça va trop vite, il faut que les gens prennent le temps de s'approprier finalement leur mouvement. Et puis en 1983, quand on a mis sur pied la fédération, en tout cas moi dans mon souvenir, c'était d'une certaine façon aussi pour, je dirais, mettons, éviter ou participer d'une certaine façon à la fondation éventuelle d'une confédération, de fédération régionale, pour éviter que finalement que ce soit juste deux ou trois autres fédérations à l'extérieur de Montréal et qu'on n'ait pas notre mot à dire là-dedans. Et nous, on voulait défendre que ça nous prenait, oui, des organisations, mais des organisations qui soient décentralisées et des organisations où les coopératives elles-mêmes, à la base, auraient vraiment leur mot à dire, puis pour être capables de gérer effectivement leur fédération. Bien, ça, c'était l'autre aspect, hein, parce que finalement, l'Hebdo Coop, c'était un peu comme l'organisation qui disait, bon, les coopératives, c'est vraiment un mouvement de lutte pour le droit au logement, etc. Mais en même temps, on s'est aperçu évidemment que dans les structures organisées au Québec, au niveau des coopératives, etc., que si on formait une fédération, bon, ça serait plus facile, en fait, de mettre sur pied un certain nombre de services pour les coopératives. Donc, évidemment, les premiers services qui ont été, sur lesquels on a travaillé, bon, la question des assurances, par exemple, qui était quand même important. Puis, évidemment, la question de la formation. Ça, c'était aussi, je pense, les deux aspects les plus importants. Donc, un, qui était un service où les gens profitaient, je dirais, d'une baisse des coûts. Et deux, la formation, c'était parce que les gens disaient, bon, il faut que les gens soient formés s'ils veulent vraiment gérer correctement sur le long terme leur projet de coopérative. Donc, c'était vraiment les deux principales motivations. Plus, évidemment, la motivation politique qui disait, bon, nous, on va chercher à ce que les pouvoirs ne soient pas concentrés dans la confédération éventuelle où il y a des fédérations régionales qui poussaient bien fort là-dessus. C'est sûr, il n'y avait pas beaucoup de budget, donc évidemment, ça nous prenait, je vous disais, pour travailler, par exemple, à l'organisation, mettons, d'un contrat d'assurance, ça prenait quelqu'un qui mettait beaucoup de temps là-dessus. Donc, évidemment, les membres du conseil d'administration, comme aujourd'hui, c'était des bénévoles, et puis on n'avait pas vraiment beaucoup de temps consacré à ce genre. Donc, ça nous prenait, par exemple, des ressources. Et là, petit à petit, on a constitué des ressources pour être capable de fignoler des services qui avaient un peu d'allure. Donc ça, c'était la question budgétaire. C'était quand même une difficulté au début pour être capable de commencer à voir comment on se donne des services finalement à la fédération. Donc ça, c'était comme un peu, enfin, les difficultés générales, je pense, de n'importe quelle nouvelle organisation qui se met sur pied. Aussi convaincre les coopératives de devenir membres de la fédération. Parce qu'à l'époque, je pense,
je me rappelle bien, on est, je pense, 13 ou 16 coopératives à fonder la fédération, alors qu'à Montréal, il y a quand même déjà 45 coopératives qui sont sur pied. Donc, on est simplement à peu près le tiers des coopératives. Donc, il faut vraiment, là, à ce moment-là, aller convaincre les autres que ça vaut la peine, finalement, d'adhérer. Puis, évidemment, on se rend compte rapidement que la meilleure façon, finalement, de convaincre quelqu'un, c'est de dire, enfin, c'est souvent sur la question économique qui est la plus facile, finalement, à présenter. Donc, en adhérant à la fédération, à ce moment-là, déjà, vous allez économiser sur certains services qu'on peut mettre de l'avant. Et donc, il y a un échange, en fait, entre oui, j'adhère parce que c'est intéressant, je vais recevoir un service. Pour le reste, bon, évidemment, c'était tout le travail de formation et tout ça. Ça, c'est plus complexe, c'est plus long. Il faut dire aussi je dirais, dans les 10 premières années, en fait, de la naissance du mouvement des coopératives à Montréal, donc, mettons, de 75 à 85 à peu près, essentiellement, ce qu'on faisait, c'était des coopératives dans des bâtiments que les gens habitaient. Donc, il n'y avait à peu près pas de construction neuve. Donc, ce qui fait qu'on allait à ce moment-là faire du porte-à-porte. Donc, on convainquait les gens de dire oui à un projet de coopérative. Et donc, il y avait souvent, quand les gens commençaient à comprendre que ça pouvait être intéressant, là, il y avait un engouement, puis il y avait beaucoup d'énergie finalement qui se développait à l'intérieur du réseau des gens qui habitaient dans des bâtiments comme ça. Et donc, on n'avait pas de problème de mobilisation à cette époque-là. Donc, les gens, parce que bon, le principal problème, comme moi je me rappelle à Saint-Henri, c'était d'avoir réalisé notre première coopérative d'habitation. Une fois qu'on a réalisé une, après ça, les gens, ils sont très sceptiques quand on va cogner aux portes. Puis là, on les invite, on dit, bon, on va aller rencontrer quelques personnes qui habitent déjà dans une coopérative. Et là, évidemment, c'était les gens, les yeux grands ouverts en disant, là, ils regardaient leur logement qui était souvent un taudis. Là, ils arrivaient dans un logement qui avait été restauré, puis des gens des mêmes conditions sociales, puis qui ne payaient pas vraiment plus cher. Là, évidemment, ça cliquait tout de suite. Et là, les gens avaient beaucoup de motivation pour en revenir. Mais une fois que les gens reviennent dans leur logement rénové, etc., donc ils ont l'impression que, je dirais qu'ils ont fait le tour du jardin, leur condition de logement est assurée, donc on peut s'asseoir sur nos lauriers, puis bon, mais c'est sûr qu'on est fiers, puis même on en parle à des voisins en disant ça vaut la peine, puis des trucs comme ça, mais en même temps, pour, je dirais, mettons, augmenter, je dirais, leur intérêt pour un problème plus général dans un quartier, là, c'est plus difficile. Donc, on rentre... les choses n'ont pas tant changé pas du tout. À ce niveau-là. Hein? C'est encore un peu la même chose. Et probablement parce que, bon, je pense qu'on n'a pas suffisamment développé, en fait, autour des enjeux de formation. Ça, c'est fondamental. Et puis, je pense que, je dirais, mettons, on n'a pas trouvé vraiment des formules intéressantes de formation. Dans le sens où, je dirais, on peut avoir une formation qui est compétente. Par exemple, mettons l'exemple, celle donnée par la Fédération. Mais en même temps, souvent, les gens, au niveau de la formation, ils veulent sentir qu'il y a un suivi permanent à travers la formation, et deux, que ça correspond, je dirais, mettons, presque 100% à la réalité que les gens vivent. Parce que, bon, et donc, ça veut dire qu'on fait de la formation théorique puis un peu de formation pratique. Quelqu'un vient, passe 6 mois avec un groupe de personnes, après ça, il s'en va, et les gens sont laissés à eux-mêmes. Et là, il y a un désintérêt assez marqué qui se fait assez rapidement. Et moi, je pense que peut-être une des erreurs, finalement, qui a été faite au début, qu'on aurait pu finalement intégrer, c'est qu'à mesure que, par exemple, une coopérative entre à la fédération, bien, il y aurait, par exemple, une forme, je dirais, d'obligation, par exemple, de formation permanente. Mais, en fait, je dirais, je n'ai pas réfléchi à comment ça pourrait s'installer, mais l'idée, c'est qu'on a besoin de formation permanente
dans n'importe quel projet collectif. Évidemment, on n'est pas tous, on n'a pas toute la même opinion. On partage souvent, quand on travaille dans le milieu des coopératives, on partage un concept général de coopération. Mais on donne des significations différentes de ce que c'est la coopération. Si on comparait, par exemple, je dirais, la vitalité de la Fédération des coopératives à Montréal avec celle, par exemple, de la Fédération des caisses des jardins, bien, vous allez voir qu'au niveau de la participation, c'est deux mondes complètement différents. Desjardins, c'est vraiment une grande corporation, très bureaucratique, etc., où les membres n'ont à peu près pas de décision à prendre, alors que quelqu'un qui se présente à l'Assemblée générale de la Fédération, voit bien qu'on peut s'exprimer très facilement, on peut débattre en fait des enjeux, etc. Donc, on voit que l'idée même du fonctionnement de la coopérative peut être différente d'un à l'autre. Et donc, dans ce sens-là, il y a toutes sortes, finalement, d'interprétations ou de façons de comprendre ce que c'est une coopérative. Et donc, ça crée effectivement des tensions parce qu'il y a des gens qui veulent aller dans un sens, il y a d'autres personnes qui veulent aller plutôt dans un autre sens. Donc, par exemple, il y a des gens qui veulent développer, par exemple, la coopérative d'habitation plus comme un modèle de type économique, avec une force économique d'implantation dans un milieu, dans une région, alors qu'il y en a d'autres qui préfèrent dire de développer, par exemple, un modèle de vie collective, par exemple, à travers la coopérative. Et donc, ça, c'est, même si c'est des éléments qui peuvent être tout à fait compatibles ensemble, souvent, il y a un côté, on met plus l'accent sur la question économique, puis d'autres qui mettent plus l'accent sur le développement du lien social, par exemple, dans leur milieu de vie. Ce dont je suis content, c'est que après toutes ces années-là, ben, je pense qu'il y a quand même une fédération qui est relativement, je dirais, active, qui est sur le terrain, donc qui peut effectivement jouer un rôle politique et social, donc en termes de représenter en fait les intérêts des coopérateurs, mais aussi, donc c'est ça. Ça, c'est peut-être, je dirais, mettons, le plus important legs, là, finalement, qui a été maintenu à travers les années. Bon, les déceptions, c'est ça, c'est pas une déception qui est liée nécessairement à la fédération comme plutôt à la question que vous avez posée au début, là, au sens de pourquoi les gens se replient finalement sur eux. C'est en fait, au début des années 1980, on est, je dirais, mettons, dans un recul, on commence à percevoir un recul social au Québec. Et donc, il y a un repli, pas seulement au niveau des coopératives, mais le repli, on le voit dans tous les domaines sociaux, que ce soit syndicaux ou autres. Et ce repli-là fait en sorte que c'est comme si on arrêtait de réfléchir à qu'est-ce qui nous attend dans l'avenir, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on perçoit, par exemple, dans l'avenir immédiat, 4 ou 5 ans, et dans l'avenir à long terme. Donc, on veut protéger des acquis et on arrête de réfléchir sur l'évolution du mouvement. Et ça, ça, je pense que c'était... bon, je m'inclus aussi là-dedans parce que je ne suis pas nécessairement... je n'ai pas été capable d'entraîner, en fait, suffisamment de monde, mais en même temps, ça, c'est quelque chose qui me préoccupait. Aujourd'hui, je comprends que ça me préoccupe encore plus, mais parce que je le comprends encore plus. Mais je pense qu'on n'a pas réussi à développer ce que je pourrais appeler vraiment un mode de vie coopératif axé sur l'organisation du lien social. Donc, comment on prend en charge nos conditions de logement dans un projet collectif et en développant vraiment des liens sociaux avec les gens avec qui on vit, et des liens aussi avec le milieu de vie où on habite, dans le quartier, avec nos voisins, etc. Ça, on n'a pas beaucoup développé ça.
Est-ce que la fédération aurait pu faire quelque chose qu'elle n'a pas fait pour Ben, favoriser? non, moi je pense que on était entraîné finalement dans la dynamique sociale, dans un mouvement qui régressait tranquillement, qui s'est poursuivi, je dirais, jusqu'à la fin des années 1990. Donc, autour des années 2000, on voit une certaine renaissance, en fait, de la critique sociale de la société. Donc, c'est le mouvement altermondialiste qui est en montée. Et on va voir que ça va avoir des effets, même dans le milieu des coopératives d'habitation. Si on regarde aujourd'hui, par exemple, il y a une cohorte de jeunes, par exemple, qui ont entre probablement 30 et 45 aujourd'hui, qui sont assez actifs finalement dans plusieurs milieux, dont dans des coopératives d'habitation, qui sont issus et qui ont été influencés par le mouvement altermondialiste. Et ça a donné, je pense, une certaine énergie, entre autres, à la fédération. Pour moi, l'événement particulier, c'est plus autour de, je pense, 2010 ou 2012, où il y a eu des gens au sein de la fédération qui ont voulu s'enligner vers, en fait, des formules de coopératives à épargne ou, en fait, d'accession à la propriété ou quelque chose comme ça. Et ça a comme un peu, mis un certain électrochoc, en fait. Pas seulement à Montréal, mais je pense un peu partout au Québec. Et donc, il y a des gens qui ont réagi et on a vu d'ailleurs que, et moi, d'une certaine façon, je suis revenu plus près de la fédération dans ces années-là. Donc, ça doit faire quoi, peut-être 10-12 ans finalement que je suis revenu un peu plus actif finalement au sein de la fédération parce que je voulais qu'on protège en fait cette idée-là que la coopérative puis la fédération, c'est un élément, c'est un outil finalement pour continuer à lutter pour le droit au logement, puis développer en fait des formes de propriété et de vie collective, et non pas glisser de façon un peu plus ou moins subtile dans, je dirais, mettons, l'idéologie dominante dans la société qui est uniquement l'accès à la propriété privée. Donc, c'est un peu ça qui se joue finalement à l'intérieur même actuellement, parce qu'on le voit qu'il y a des projets, par exemple, qui se développent dans ce sens-là. Bien, évidemment, les gens qui ont défendu, je dirais, mettons, à la Fédération de Montréal, l'idée qu'il fallait maintenir, en fait, notre vision du logement collectif versus d'autres qui défendaient en fait, des nouveaux modèles qui se rapprochaient tranquillement de l'accession à la propriété privée, bien, évidemment, ça aurait pu possiblement cohabiter à l'intérieur d'une confédération. Mais là, il aurait fallu créer, en fait, je dirais, mettons, enfin, ou modifier les structures qui permettent à ce que les fédérations régionales, mettons, augmentent peut-être leur autonomie quant à leurs objectifs régionaux là-dessus. Et donc, le problème, c'est qu'on se rendait compte que la Fédération régionale à Montréal, qui est la plus grosse au Québec, bien, en fait, avec une partie de notre financement pour soutenir la Confédération, bien, en fait, on finançait, en fait, une autre partie du mouvement qui voulait aller ailleurs. Donc, évidemment, là, on avait un élément de brisure, effectivement, qui était en place. Moi, personnellement, je ne trouve pas ça nécessairement, je dirais, négatif, nécessairement, parce que j'ai toujours défendu, entre autres, des fédérations régionales, mais aussi une confédération dans un modèle plutôt décentralisé. Donc, ça veut dire, c'est pour moi important. L'importance de l'autonomie des coopératives elles-mêmes dans leur quartier,
l'autonomie des fédérations régionales. Et donc, ça veut dire qu'on on inverse la pyramide, autrement dit. Donc, on ne veut pas que le pouvoir de décision et des orientations importantes se retrouvent au sommet d'une pyramide, mais que les décisions importantes se retrouvent vraiment à la base. Donc, on inverse la pyramide. Et donc, c'est vraiment les membres donc des coopératives locales, finalement, qui doivent décider de ces orientations-là. Et là, le danger, c'était qu'effectivement, il y avait quelques personnes en haut de la pyramide, finalement, qui prenaient des décisions pour un très grand nombre de membres qui n'avaient pas, même pas souvent le loisir, finalement, de se prononcer sur les orientations qui étaient... Donc ça, c'était... Donc ça veut dire que, je dirais, quitter la Confédération, pour moi, c'est, à mon avis, quitter temporairement. Est-ce que ça va durer encore quelques années ou est-ce que ça va être plus long? Je ne sais pas, mais j'ai pas l'impression que... moi, l'impression que ça va revenir. Et puis quand Montréal, je pense, sera invité à revenir à la Confédération, je pense qu'on va probablement négocier à ce moment-là des modifications de structure qui vont permettre justement que, je dirais, mettons, des opinions peuvent non seulement s'exprimer, mais aussi aller de l'avant à l'intérieur d'une confédération, mais pas au détriment finalement je dirais, de certains courants, certains morceaux, certaines fédérations régionales. Donc vraiment, il faut vraiment être capable je dirais, d'accepter qu'il y a des courants, puis évidemment, il y a l'avantage de ça qu'on soit justement, je dirais, mettons, dans une même structure, c'est l'avantage d'être en contact et donc de continuer à faire un débat d'idées sur les orientations d'un mouvement. On veut défendre un modèle de coopérative d'habitation, mais il faut comme pousser la réflexion de ce modèle-là. Et je me rends compte, et ça, au niveau de l'avenir, je pense que c'est important. Et mettons que là, on change pour aller... qu'est-ce qui va se passer finalement au niveau de l'avenir? Et je disais que nos réflexions sont comme un peu arrêtées au milieu des années 1980. Et on commence un peu à en reprendre, mais on a du retard finalement. Et qu'on devrait rattraper. Du retard qu'on devrait rattraper parce qu'il s'est développé un peu partout à travers le monde, toutes sortes d'initiatives finalement d'organisation collective au niveau du logement. Et quand on regarde ça un peu, on se rend compte qu'on a des retards qu'on a à rattraper. Et il faut comme vraiment recommencer à réfléchir. Ne serait-ce que, par exemple, tantôt on a mentionné les GRT. Les GRT sont devenus beaucoup moins militants. C'est plus, en fait, des jeunes professionnels, en fait, qui font de l'organisation puis de la mise sur pied de coopératives. Mais quand on regarde, en fait, ce qu'on met sur pied comme coopérative d'habitation, il n'y a pas de réflexion là-dessus. Je veux dire, dans les milieux urbains, on continue à faire des logements tout à fait traditionnels. Des logements, par exemple, qui sont sur le modèle des promoteurs privés, des architectes privés, etc. Et parce que ce sont des modèles dans le privé qui sont payants. C'est ceux-là qu'on peut vendre. Et nous, on continue à s'appuyer sur ces modèles-là en termes, ne serait-ce que d'organisation de la sécurité, par exemple, dans les bâtiments. Enfin, toutes les questions d'aménagement, alors qu'on devrait aller beaucoup plus loin. Par exemple, il y a des projets, par exemple, privés de coop habitat qui se sont développés, par exemple, aux États-Unis. Donc, c'est sûr que c'est des modèles privés, mais on pourrait le rapatrier comme un modèle de coopérative. Ou, par exemple, dans un projet, on détache un certain nombre d'éléments qui sont collectifs et on en fait, je dirais, un centre d'intérêt finalement pour l'ensemble des membres. Je donne l'exemple. Dans une coopérative, mettons, de 30 ou de 50 logements, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un lieu un lieu collectif où on retrouve la salle communautaire, les salles de lavage, des cuisines collectives, etc.,
où effectivement les gens qui adhèrent au projet collectif adhèrent aussi à un projet de lien social et d'organisation de vie collective à l'intérieur en partant. Donc ça veut dire que non seulement on réduit des coûts parce qu'on partage directement certains équipements, par exemple des équipements de jeu. Enfin, il pourrait y avoir, par exemple, dans une salle communautaire, il pourrait y avoir une salle de lecture avec une bibliothèque, etc. Donc, des choses, finalement, qu'on retrouve souvent dans chacun des appartements, qu'on partage plus ou moins, et où on n'a pas la chance de se rencontrer souvent en dehors seulement de nos réunions de conseil d'administration ou d'assemblée générale.